Donc oui, j'avais envie de vous parler de cette thématique ce matin. Je crois que l'idée m'est venue notamment en réécoutant l'ami Fred Luskin. Qui parmi vous l'avait entendu à Consolation, juste par curiosité? Au Val de Consolation, le docteur Fred Luskin. Ah, je ne sais plus quelle année, mais l'homme qui se baladait toujours avec des tongs en plein mois de novembre à Consolation. Bref, en tout cas, c'est un des intervenants que j'apprécie beaucoup sur le pardon. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo en ligne et que j'en ai incrusté les sous-titres. Et par curiosité, qui d'entre vous l'a vu, cette vidéo, Pardon et bonheur de Fred Luskin? Alors, j'encourage vivement, mais vraiment très vivement, tous ceux et celles qui ne l'ont pas vu, à aller la regarder. Parce que, au départ, j'ai presque envie de dire c'est pour vous que je l'ai fait. Parce que quand je découvre quelque chose en anglais d'une telle qualité, j'ai qu'une envie, c'est de le partager avec tout le monde. Et là, bon, comme c'était en anglais, comme ça, elle fait 40 minutes et pas 1h30, et qui ne parle pas trop vite, je me suis dit, bon, si je récupère la transcription, je m'aide le petit logiciel de traduction pour gagner du temps. Le plus long, c'est d'incruster bout par bout les sous-titres. Mais franchement, c'est un bijou. Moi, je l'ai vu je ne sais combien de fois, sans compter que, bon, comme je l'ai traduit, j'ai vraiment retenu chaque phrase. J'ai mis en ligne 2 vidéos cet été qui traitent directement du sujet du pardon. Et les 2, vraiment, sont à voir. J'ai été content parce qu'en fait, en assez peu de temps, elle a été vue à peu près 6000 fois. Et ça veut dire qu'il y a vraiment eu de l'intérêt pour son message. Et une des choses, donc... Alors, on va avoir tout le monde. Une des choses que dit Fred Luskin, notamment dans cette vidéo, c'est qu'il dit en gros le pardon, pour lui, aujourd'hui, c'est changer d'histoire. Changer d'histoire. Donc on va revenir sur cette notion-là parce qu'il y a une clé énorme là-dedans. On va y revenir. Mais pour pouvoir vous parler et vous aider à mieux comprendre pourquoi ce travail qu'on fait sur le pardon est essentiel pour justement se libérer des histoires qui nous intoxiquent, qui nous empoisonnent, qui nous pourrissent la vie, je vais vous redévelopper ce que je développe dans la retraite Genesis. Alors c'est marrant parce que je crois que j'ai compté, vous êtes, je crois, 7, si j'ai oublié personne, à avoir fait Genesis à différentes promos sur le nombre qu'on est. C'est quand même, 8, j'en vois un de plus. Et puis, ceux et celles d'entre vous qui ont fait le don du pardon avec moi les dernières années, en général, j'introduisais aussi, comme je l'ai fait d'ailleurs le week-end dernier à Bruxelles, j'introduisais aussi juste les bases de ce que j'appelle la structure Genesis, aussi dans l'idée de permettre aux gens de mieux comprendre pourquoi le pardon est vraiment un incontournable, à la fois sur notre chemin de guérison, je dirais, et sur notre chemin d'évolution. Alors la retraite Genesis, elle tire son nom de la Genèse, comme j'imagine certains d'entre vous le savez. Pourquoi avoir choisi le nom grec ou le nom anglais et pas le nom français? Tout simplement parce que Genèse en français, ça a 6 lettres. Mais Genesis, ça en a 7. Et que la Genèse raconte la façon dont le monde a été créé en 7 jours, ou plus exactement en 6 jours plus 1, ou encore plus précisément en 2 fois 3 jours plus 1. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la structure de Genesis comme on le fait durant la retraite, parce que ce n'est pas l'objectif ici. Si vous vous amusez à relire ce texte de la Genèse ce soir ou à n'importe quand vous voulez, ce que vous verrez, c'est que dans les 2 fois 3 jours où Dieu crée le monde, chaque fois Dieu dit, puis bam, il y a un truc qui est créé. Si vous prenez comme grille de lecture les 4 éléments, eh bien vous allez vous rendre compte que 2 fois, dans ces 2 séries de 3 jours, vous allez avoir d'abord l'élément feu qui apparaît le premier jour, que la lumière soit. D'où vient la lumière? Elle vient du feu. Voilà. Et puis le 4e jour, comme par hasard, il crée les luminaires, la lune, les étoiles, etc.
Le deuxième jour, comme le cinquième, vous avez deux nouveaux éléments qui apparaissent, qui sont l'eau et l'air. Il y a un jour où il sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas, avec l'étendue du ciel, l'eau, l'air. Et il y a un jour où il crée comme par hasard, je vous le donne en mille, les poissons et les oiseaux. Et puis, pardon, j'ajuste encore mon compte, il y a 10 personnes qui ont fait Genesis ici parmi nous. J'en avais encore loupé 2. Et le troisième jour, comme le sixième, il crée la terre et l'être humain, homme et femme. On n'est pas dans Adam et Ève, hein, homme et femme, et tous les animaux terrestres. Bref, on a 1, 2, 3, 4 éléments. Il y aurait 1000 choses à dire là-dessus, mais on va tout de suite venir sur en quoi ça nous intéresse. C'est que ces 4 éléments, ils existent en nous aussi. C'est-à-dire que l'élément feu, depuis toujours, correspond à l'esprit. On allume des bougies dans tous les lieux de culte de la planète. Des bougies, des cierges, des feux à la Saint-Jean, des feux à la Saint-Michel. Il y a tout un vocabulaire imagé, métaphorique, qui relie le feu à la flamme qui nous habite, l'étincelle divine, sans même parler du feu de la Kundalini logé en bas de la colonne vertébrale qui est censé s'élever pour nous amener quoi? L'illumination, encore un mot lié avec le feu, avec la lumière. L'eau correspond au cœur, à l'affect, aux émotions, aux sentiments. Ça, c'est facile à voir parce qu'on a tout un riche aussi vocabulaire, y compris poétique, et des expressions qu'on emploie tous les jours, qui font le lien entre l'eau et le cœur. Ça va de Verlaine, « Il pleut sur la ville comme il pleure dans mon cœur », à l'usage qui est fait notamment au cinéma, ce que je dis toujours, je pense qu'à peu près 90 ou 95% des scènes d'enterrement au cinéma se passent sous un déluge de pluie. Voilà, le chagrin, la pluie, voilà. Après, quand quelqu'un manque de cœur, on dit qu'il a le cœur sec. Voilà. L'eau, dans sa liquidité, dans sa fluidité, évoque l'eau de l'amour, et on voit bien qu'en nous, si le cœur tarit, tout se dessèche, il n'y a plus de vie en nous. Dans le monde extérieur, la vie dépend du cycle de l'eau, l'eau qui s'évapore, qui retombe en eau de pluie, l'eau qui part dans les nappes phréatiques, qui rejaillit, et en nous, c'est pareil. On voit bien ça, si le cœur va bien, tout le reste va bien, si le cœur va mal, tout le reste va mal, pour une simple raison, j'allais dire presque anatomique, c'est que le cœur, il est entre la tête et les mains. Donc, si le cœur va bien, eh bien, mes pensées, j'ai même pas besoin de faire de la pensée positive, j'ai des pensées qui sont plutôt lumineuses, etc. Et puis, mon corps va bien aussi, tout ce que je crée va refléter ça. À l'inverse, si le cœur est malade et souffrant, et a des rancunes, a des ressentiments, a de la haine, essayez de faire de la pensée positive. Ça ne marchera pas. Hein. Et puis, vous allez vous intoxiquer, vous empoisonner physiquement le corps. Ça fait partie des études statistiques qu'a mené Fred Luskin à l'université de Stanford, où il étudie le pardon de façon universitaire, académique, depuis 25 ans quand même. Voilà. Et ce qu'il montre à travers ses travaux, c'est que les gens qui n'arrivent pas à pardonner développent tout un tas de pathologies digestives, articulaires, maux de dos, tumeurs, cancers, etc. Donc, ce qu'on garde en dedans se somatise, voilà, nous empoisonne, nous intoxique. Dire ne pas pardonner, ce n'est pas à l'autre qu'on fait du mal, c'est à soi. Et puis, ce chiffre que je donne toujours, parce qu'il peut quand même nous faire réfléchir un peu, c'est que les gens qui ne pardonnent pas ont en moyenne une espérance de vie diminuée de 5 ans. 5 ans, pas 5 mois, 5 ans par rapport aux autres. Donc, ce travail, quand on parle de guérison des blessures du cœur, on est vraiment pile poil juste, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas que son cœur, on guérit sa tête, on guérit son cœur, on se fait littéralement du bien. Donc voilà, le cœur et l'eau. Le mental, eh bien c'est ce qui correspond à l'air. La correspondance est un petit peu moins évidente, encore qu'on a là aussi des images, par exemple, on parle d'espace mental.
On dit que la pensée a des ailes. Hein. On sait qu'on peut utiliser des exercices respiratoires pour calmer le mental, aussi bien dans toutes les traditions de l'Inde, le pranayama, etc., que chez nous. Voilà. Faire un travail sur la respiration, ça a un impact sur le mental. Et puis le mental, l'air, c'est aussi ce qui dissipe les nuages. Hein. C'est aussi ce qui répand dans toute la nature les graines, les semences des arbres, etc. De la même manière que notre mental peut effectivement semer des graines, des pensées, des idées assez généreusement à la ronde, dont on espère qu'à un moment elles trouveront une terre fertile dans laquelle elles vont pouvoir se développer. Et enfin, la terre, c'est notre corps. C'est là, si vous voulez, que se concentre, que se cristallise tout le reste. Voilà. Dans la nature, on voit bien que la terre, les paysages sont façonnés par les 4 éléments, avec un rôle primordial quand même de l'eau. Le Grand Canyon, ce n'est pas le vent qui a creusé le Grand Canyon, c'est l'eau. L'eau façonne les paysages d'une façon absolument incroyable. Qu'il y en ait trop ou qu'il n'y en ait pas assez, l'eau joue un rôle très important. Mais globalement, c'est tout ça. C'est la façon dont le soleil, dont le vent, l'air, etc. détermine comment sera le paysage, la terre. Le climat a une influence prépondérante sur le paysage. Et en nous, c'est pareil. C'est pour ça que, par exemple, si vous discutez avec des gens qui font de la morphopsychologie, eh bien, simplement en vous regardant la forme de votre visage, plutôt rond, plutôt carré, plutôt allongé, la longueur du nez, des oreilles, les yeux, etc., peuvent vous dire un nombre de choses assez étonnantes sur vous-même. Les gens qui font de la BD, ils ont une connaissance instinctive ou intuitive de ça. Par exemple, ils veulent vous dessiner un scientifique complètement dans le mental voué à ça. Ils dessinent un gars tout longiligne, hein, avec des traits un peu secs, etc. Ils veulent dessiner quelqu'un de jovial, avec un grand cœur, etc. On le fait un peu arrondi, un peu rondelet, un peu... Voilà. Donc il y a des choses qu'on sait comme ça intuitivement, et nous, en tant que lecteurs, on connaît ces codes-là, même si on ne les a pas forcément objectivés. Donc notre corps, il est la résultante de l'âme qui nous habite, des pensées que nous cultivons, des sentiments, des émotions qui nous traversent, tout ça façonne qui nous sommes. Un jour, on avait proposé au président Lincoln quelqu'un pour travailler dans son équipe, donc Lincoln, ça date, hein. Et puis il avait répondu à son secrétaire de cabinet, non, j'aime pas sa tête. Puis, le secrétaire de cabinet avait dit, non, mais quand même, vous pouvez pas écarter quelqu'un comme ça, simplement parce qu'il a une tête qui ne vous plaît pas. Et Lincoln avait répondu, à partir de 40 ans, la tête qu'on a est le reflet de qui nous sommes et de ce que nous avons fait dans la vie. Voilà. Et il y a une certaine justesse là-dedans. Voilà. Il y a des gens, vous les regardez à 20 ans, ils ont un super beau visage d'une façon purement esthétique, mais si les 20 années suivantes qui passent, ils sont tout le temps en train de ruminer des pensées négatives, à 40 ans, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose il y avait des beaux traits au départ, mais qu'on finit par laisser transparaître quelque chose de pas très très joli. Inversement, vous avez des gens dont on dit, poliment, qui ne sont pas très gâtés par la nature. Hein, et puis vous retrouvez ces gens 20 ans après, puis vous dites, waouh, à travers le visage, à travers le regard, à travers le sourire, il y a quelque chose qui rayonne, qui est beaucoup plus fort et puissant que simplement les traits de départ. Donc ça, c'est notre corps, ça, c'est la résultante de qui nous sommes. Alors, Genesis a une devise, un slogan. L'idée, c'est de se dire, ok, j'ai une dimension spirituelle en moi, j'ai un cœur qui aime, j'ai un mental qui pense, j'ai un corps où tout ça se manifeste. Comment faire pour rétablir en moi un climat harmonieux ? Comment faire pour éviter à la fois que, si le cœur est trop prédominant, que je me retrouve avec des inondations permanentes, avec des trompes d'eau, des déluges. Hein, comme on dit en français, je suis submergé par l'émotion. Vous imaginez la vague qui vous arrive dessus, puis une fois que vous êtes sous l'eau, vous n'y voyez pas grand-chose. En plus, l'eau fait loupe. Donc quand on est sous le coup de l'émotion, on exagère tout. Sous le coup de l'émotion, on va dire des énormités qu'on va regretter une fois qu'on aura sorti la tête de l'eau, hein, au propre et au figuré. Il y en a d'autres, c'est le mental. Ça souffle. Hein. Vous avez des régions comme ça où le vent souffle tout le temps. Tout est sec, tout est desséché.
Vous avez des gens, là où ils passent, le béton ne repousse plus. Hein. Tellement ils ont un métal qui assèche tout. Voilà. Donc comment on fait pour créer un climat qui soit agréable, qui soit harmonieux, qui soit équilibré entre ces quatre composantes? La devise de Genesis, c'est guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Ça veut dire qu'on a d'abord à travailler sur cet axe-là, guérir le cœur et libérer le mental, pour qu'ensuite cet axe-là puisse s'activer en pleine puissance. Si je devais exprimer ça en langage biblique, en langage symbolique, je dirais apaiser les eaux et dégager le ciel pour que le soleil féconde la terre. C'est la même chose, mais dite en langage symbolique. Apaiser les eaux, parce qu'imaginez un grand lac sur lequel souffle un vent pas possible, vous n'aurez aucun reflet dedans. Le lac est trop agité, il faut qu'il soit calme pour qu'à la fois vous voyez le soleil, les nuages se refléter dedans, puis même si en transparence, vous pouvez voir ce qu'il y a en dessous. Dégager le ciel, parce que s'il y a des nuages et de la brume et du brouillard, le soleil il a du mal à traverser. Donc une fois qu'on a dégagé cet axe-là, là le soleil il peut pleinement briller et il peut venir faire germer en nous toutes les graines, tout le potentiel qui attend en plein hiver, que dalle, ça ne pousse pas. Puis tout d'un coup, ça y est, les températures montent et puis au mois de mars, ça commence à germer d'absolument partout. Ici, on a dit qu'on avait l'eau et l'air. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange les deux? Eh bien, justement, on a de la brume, on a du brouillard, on a des nuages. Et c'est exactement ce qui se passe en nous quand on a l'alliance d'un cœur inconscient avec un mental inconscient. C'est-à-dire quand on laisse en nous se manifester les sentiments, les émotions dans tous les sens, sans conscience, sans attention. Et lorsque on laisse le mental turbiner sans arrêt, venir justifier ce que pense le cœur, etc. L'alliance des deux crée ici une couche de brouillard, de nuages, et ce qui fait que la lumière qui part d'ici, symboliquement parlant de d'autres soleils intérieurs, eh bien ici, au final, il n'y en a qu'un petit peu qui arrive jusque-là. Donc c'est bien de faire un travail spirituel, c'est bien de prier, de méditer, de faire tout ce qu'on peut faire au niveau spirituel. Mais c'est hyper important de prendre le temps de faire ce travail psy ici, sur nos pensées et nos sentiments, de manière à donner toute la puissance à notre travail spirituel. Sinon, il y a quelque chose qui peine. On pourrait dire que d'ailleurs ici, si vous voulez, l'axe, cet axe-là, c'est l'axe psy. Et puis que ça ici, l'axe vertical, c'est l'axe spi comme spirituel. On a besoin des deux. On a impérativement besoin des deux. On a vu, ne serait-ce que dans les 60 dernières années, qu'est-ce qui se passe lorsque des gens ont développé une vraie dimension spirituelle, mais qu'ils n'ont jamais été s'occuper de leurs ombres. Ça donne toutes ces dérives qu'on a vues, non seulement dans les sectes, mais dans l'Église catholique, chez les Tibétains, partout. C'est-à-dire, on développe une immense puissance spirituelle, mais sur quelque chose qui est déséquilibré. Donc, moralité, quand ça fait mal, ça fait vraiment mal. Donc, les abus de pouvoir, les abus sexuels, les abus avec le pognon, tout ce qu'on a vu dans les grandes longueurs. À l'inverse, les gens qui ne travaillent que là-dessus, sans fin, travaillent sur soi, mais à qui il manque une verticalité, il manque ce lien-là, eh bien, on n'en finit plus. Alors, ces histoires personnelles, familiales, transgénérationnelles, et puis on a l'impression qu'on creuse, et il manque des fois l'élévation, parce qu'il y a encore pas mal de courants psy qui n'ont pas cette dimension spirituelle. Voilà. Moi, je suis très fan de la psychologie transpersonnelle, parce que justement, c'est un mouvement qui fait le lien entre les deux, entre le spirituel et le psychologique, qui articule ces deux dimensions. Alors, j'oublie pas le thème de cette conférence. Ce schéma, on a vu qu'il y a 4 éléments. Une autre façon que j'aime bien de le présenter, c'est de dire ce schéma, en fait, il a 3 étages.
L'étage tout en bas, ici, on pourrait dire que c'est l'étage physique. Si on doit parler du monde qui correspond, eh ben, c'est la biosphère, c'est l'environnement, c'est la nature, enfin, c'est le monde extérieur qu'on connaît. Au-dessus, on a l'étage psychique. Nos pensées, nos sentiments, notre monde intérieur. D'ailleurs, j'aime bien utiliser comme néologisme ici, pour parler de ce monde-là, je parlais de la psychosphère. Chez Teilhard de Chardin, on trouve le terme noosphère, avec deux O, mais c'est un terme un peu abscon, un peu abstrait pour la plupart d'entre nous, je trouve. Ça évoque pas tout de suite quelque chose de très clair. Moi, je suis un obsédé de la clarté dans ce que j'écris, donc je trouve que psychosphère, ça le fait bien. Et puis, vous avez un troisième étage, là-haut, qui est l'étage, on va dire, spirituel ou divin. Et qu'on pourrait appeler, alors certains l'appellent la théosphère, mais ça peut heurter ceux qui ne supportent plus d'entendre le mot Dieu. Moi, j'aime bien parler de logosphère, parce que le logos, c'est un de ces termes extraordinaires qui a une multitude de significations. Le logos, c'est le verbe quand il est dit dans l'évangile de Jean, au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Voilà, c'est le logos. La logothérapie fondée par Viktor Frankl, c'est aussi lié à ça. Donc c'est un terme polyvalent, mais si théosphère vous va, vous pouvez prendre théosphère aussi. C'est intéressant de le voir en trois comme ça, parce que ça nous permet de comprendre ce qui va être au cœur de mon intervention ce matin. C'est que nous, on a un peu l'illusion, un peu beaucoup d'ailleurs, de vivre là. De vivre dans le monde réel, concret, tangible. Voilà. Pourquoi je dis l'illusion ? Parce qu'en réalité, nous vivons l'essentiel de notre vie là. Et que la psychosphère, ce monde-là, ce que crée ensemble, ce que j'ai représenté ici comme un nuage, mais vous avez vu, je l'ai aussi dessiné un peu comme un cocon. Hein. Ce monde-là, la façon la plus simple d'en parler, c'est de dire c'est le monde des histoires. Nous vivons dans des histoires. Et on n'imagine pas à quel point. C'est-à-dire quand je le dis comme ça paraît juste un concept un peu abstrait. Mais si on prend la peine de s'observer, on se rend compte que du matin au soir, nous sommes dans des histoires. On arrive au boulot, qu'est-ce qu'on fait ? On échange nos dernières histoires avec nos collègues. Tiens, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier ? Et on raconte une histoire. Tiens, j'ai regardé un super film à la télévision et on raconte une histoire. Tiens, tu as vu les news qui se passent à Gaza, en Ukraine, etc. Et on raconte d'autres histoires. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres ? On échange nos dernières histoires personnelles, familiales, sociales, politiques, collectives. Des histoires, des histoires, des histoires. On ouvre le journal, on lit des histoires. On enclenche la télévision, la radio, on entend des histoires. On va sur Internet, on nous parle d'histoire. Une théorie scientifique, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une façon de raconter une partie de la réalité. Et puis il y a d'autres façons, des fois qui diffèrent, et puis il y a des combats, des conflits entre une histoire qui a envie de prendre toute la place, puis qui va écraser les autres histoires dont on ne veut pas entendre parler. Voilà. Donc même la science, ce sont des histoires. Et d'ailleurs, on aime bien dans la science aussi nous raconter l'histoire du fondateur. Hein. Si on nous parle de Pasteur, on ne nous raconte pas seulement ce qu'il a découvert en médecine, mais on nous raconte la vie de Pasteur. Voilà. Ses exploits, etc. Si on nous parle de Newton, on nous raconte des choses sur sa vie. Einstein, il y a des tas de détails sur la vie d'Einstein. On aime bien savoir pas seulement leur découverte, mais leur vie. Voilà. On est avant tout, non pas Homo faber qui fabrique des outils, non pas Homo sapiens qui est censé avoir de la sagesse. Il suffit de voir le niveau de l'humanité, se dire la sagesse, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. On est Homo fabulans. Nous sommes des raconteurs d'histoires. La spécificité, le génie humain,
C'est notre capacité à créer sans cesse et sans arrêt des histoires. Voilà. Des histoires. Vous prenez la religion, c'est des histoires. Vous lisez la Bible, ce sont des histoires. Les évangiles, ce sont des histoires. Vous lisez n'importe quelle tradition, juive, bouddhiste, vous lisez l'histoire de Siddhartha, c'est une histoire. Voilà. Donc, quelle que soit la discipline que vous preniez, même en politique, il y a des histoires, en économie, il y a des histoires, dans l'art, il y a des histoires. Il y a des histoires partout, partout, partout. Nous créons et nous vivons dans des histoires. Voilà. Le problème, ce n'est pas que nous créons des histoires, puisque c'est vraiment... Moi, je me suis posé la question un moment, parce qu'il y a un titre, je crois, de Byron Katie qui s'appelle « Qui seriez-vous sans vos histoires ?» Est-ce qu'on peut vivre sans histoire, sans créer des histoires? Aujourd'hui, personnellement, j'ai un doute. Je pense que ça fait intrinsèquement partie de notre nature, de notre génie. Mais notre génie peut être un mauvais génie quand nous exerçons ce talent de façon inconsciente, que nous n'avons pas conscience que c'est nous qui créons nos histoires et qu'on s'enferme dedans sans savoir que la clé est dans notre poche et qu'à partir de là, on se pourrit la vie d'une façon absolument prodigieuse au niveau autant individuel que familial, que collectif, que mondial. Et c'est le drame actuel de l'être humain. Et c'est vers cette conscience-là que de nombreux auteurs essayent de nous amener. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai essayé de lire Krishnamurti, Se libérer du connu. J'ai rien compris. Mais ça me prenait la tête, je ne comprenais pas de quoi il voulait parler. 20 ou 25 ans après avoir lu, après avoir traduit les accords toltèques, ce livre m'est retombé dans les mains et je l'ai relu. Et là, j'ai dit, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que Krishnamurti racontait la même chose que Miguel Ruiz, mais dans un langage très différent. Miguel a un langage peut-être plus imagé, il s'adresse plus au cœur, mais se libérer du connu, c'est se libérer des histoires qu'on se raconte, de ce qu'on croit savoir sur le monde, c'est-à-dire tout ça. Et Miguel, de quoi il nous parle? Il nous parle du rêve. Hein? Il nous dit le mental humain rêve en permanence, sauf que ce rêve, chez la plupart d'entre nous, c'est un cauchemar. Il parle de nos cauchemars individuels, mais il parle du cauchemar de la planète. Voilà. Alors c'est la même chose, c'est la même symbolique. Moi, plus ça va, plus aujourd'hui, je préfère la notion d'histoire. Mais on peut encore en parler de façon différente. Vous connaissez Olivier Chambon, le docteur Olivier Chambon? Je dis des fois en plaisantant, c'est notre Grof national. Je suis un fan de Stanislav Grof. Ses travaux sont absolument phénoménaux. Je pense qu'il vit encore, il a 93 ans. Je pense que le jour où il ne sera plus là, on finira par reconnaître que pour moi, c'est un géant de même envergure que ce qu'on attribue comme taille et comme renommée à Freud, à Jung, à Adler, etc. Un jour, on se rendra compte que cet homme, à lui tout seul, a complètement révolutionné la psychologie, la psychothérapie et la psychiatrie. Voilà. Il faudra encore un petit temps pour ça, mais ses travaux sont extraordinaires. Chambon, Olivier Chambon, est aussi psychiatre, il est aussi psychothérapeute, il travaille aussi avec ces médecines sacrées qu'on appelle les psychédéliques. Et Olivier Chambon explique dans ses livres que pour un psychiatre, le cerveau hallucine 24 heures sur 24. De la même manière que Miguel dit, le cerveau rêve 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec ce que je reçois de mes 5 sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, etc., je construis une interprétation de la réalité dans ma tête. Comme dit Miguel, dans la journée, il y a le monde réel qui est là, qui donne un cadre à ce que mon cerveau hallucine ou rêve. La nuit, une fois que le cadre n'est pas là, vous avez vu la façon dont les rêves partent dans tous les sens. Il n'y a plus de cohérence, de logique, et les choses peuvent être complètement absurdes. Bon. Donc tous ces termes, rêver, halluciner, sont les mêmes. Je trouve intéressant, encore une fois, aujourd'hui c'est ma prédilection, c'est de se rendre compte que nous créons des histoires, que nous vivons dans des histoires. Parce que c'est facile, j'entends qu'est-ce qu'on nous faisait gamin avant d'aller nous endormir? On nous racontait des histoires. Et ce qui est intéressant avec les histoires, c'est que
le docteur Luis Mel Madrona, dont je parle toujours, qui est aussi psychiatre, un de plus, dont j'ai traduit 2 livres en français, Ces histoires qui guérissent, que je vous recommande énormément si vous ne l'avez pas lu. La médecine narrative, son deuxième, est un peu plus, on va dire, à destination du milieu médical, des médecins, etc., mais il est aussi passionnant. Le nom de qui? De l'auteur. C'est Dr. Lewis. Je vais vous l'écrire là-haut. Mel, M-E-H-L, Madrona. Le madrona étant le seul arbre qui pousse dans les forêts de séquoias géants. Oui. Donc moi j'ai un prénom d'arbre et lui il a un nom de famille d'arbre. Je dis ça parce que j'adore ses travaux. On avait commencé à écrire un livre à 4 mains, mais c'est un peu compliqué. Lui habite dans le Maine aux États-Unis. Moi j'habite en France. Il parle pas mal le français, mais bref, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce projet. Et lui, Louis, il explique que qu'en nous racontant des histoires, ou quand nous écoutons des histoires, c'est à ce moment-là que notre cerveau a le maximum d'air cérébral en activité en même temps. C'est-à-dire, si vous faites des maths, c'est telle zone du cerveau qui est activée. Si vous faites je sais pas, des barres asymétriques ou de la gymnastique ou je ne sais pas quoi, c'est une autre zone. Voilà, on connaît les différentes zones du cerveau qui sont attachées à telle ou telle fonction. Mais dès que vous commencez à dire « il était une fois », on a le cerveau qui pétille de partout. On adore qu'on nous raconte des histoires, des bonnes histoires si possible, et on adore en raconter à notre tour. C'est important à savoir ça. Quand je vous dis qu'on est une espèce qui crée, qui raconte, qui fabrique des histoires, c'est une réalité vraiment vraie. D'accord ? C'est important d'en avoir conscience. Une fois qu'on a conscience de ça, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut passer de la construction de nos histoires inconscientes, des histoires qui sont en général rigides, tristes, fermées, comment on peut passer de ça à la création d'histoires conscientes, qui soient des histoires ouvertes, lumineuses, transformables et qui nous font du bien. Mais il faut avoir conscience de ça. Et il faut à un moment faire ce travail de se dire, depuis gamin, vous imaginez le nombre d'histoires qu'on nous a racontées? Alors ça va du Père Noël aux histoires de la religion dans laquelle on a grandi, après toutes les histoires qu'on nous a racontées à l'école, à commencer par l'histoire de notre pays. Et faut-il le rappeler, c'est une histoire. L'histoire avec un grand H, c'est une histoire. Juste pour vous donner un détail, j'ai été marié 10 ans, il y a longtemps, quand j'étais tout jeune, à une Russe qui avait grandi à Moscou sous régime soviétique. Et j'ai trouvé passionnant à l'époque, quand elle m'en racontait, comment on présentait, par exemple, Napoléon en Russie. Pour les Russes, il n'y a aucune différence entre Napoléon et Hitler. C'est les deux mêmes fous sanguinaires qui ont mis l'Europe à feu et à sang. Voilà. Je trouve ça intéressant, parce qu'en France, on a quand même une façon un petit peu différente de parler de Napoléon, quand vous n'avez pas remarqué. Voilà. Donc, pardon ? L'histoire est écrite par les vainqueurs, et puis je ne sais plus si c'est Churchill ou qui avait dit « l'histoire est un mythe sur lequel tout le monde s'est mis d'accord ». Voilà. Donc, on vit dans des histoires. Et ce qui est aussi assez important à savoir, c'est qu'avant l'âge de 15 ans, tout ce qui nous a été dit et transmis, on a beaucoup de mal à le remettre en question. À le remettre en question. Donc une fois qu'on nous a dit la société est comme ça, la religion est comme ça, le monde est comme ça, la biologie est comme ça, et qu'on nous a gavé d'histoires pendant toutes ces années à l'école, le jour où quelqu'un nous dit non, c'est pas comme ça, il y a quelque chose en nous qui s'arc-boute et qui a du mal à le remettre en question. Parce que avant 15 ans, les choses, on ne les analyse pas avec la tête, on y adhère, on y croit, c'est le cœur qui va prendre à cœur ce qu'on nous raconte. Et donc ces histoires, elles vont s'inscrire très profondément en nous. Et du coup, derrière, arriver à prendre du recul puis à se dire, c'est peut-être pas vraiment vrai, peut-être que c'est une partie de la vérité, mais qu'il y en a d'autres,
Peut-être qu'il y a d'autres vérités à aller chercher dans d'autres médecines, d'autres vérités à aller chercher dans d'autres religions, d'autres vérités à aller chercher dans d'autres systèmes philosophiques, d'autres modèles économiques, d'autres façons politiques de voir le monde. C'est une grande difficulté. Et à un moment de pouvoir faire ce travail-là et de pouvoir se rendre compte que, par exemple, nous, on vit ici en France. Bon, il y a des Suisses, il y a des Marocains, il y a plein de gens parmi nous. Mais on vit moins dans un pays que dans une représentation, une histoire qu'on a de ce pays. La Révolution française, la Seconde Guerre mondiale, et si ça, on vit dans cette histoire-là. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait le grand roman national, hein, qui est beaucoup moins enseigné aujourd'hui. Nos ancêtres, les Gaulois et tout le reste, voilà. On vit dans cette histoire. Cette histoire colore et détermine la façon dont nous nous considérons comme Français, mais la même chose vaut pour les Suisses, les Marocains, les autres nationalités représentées ici, Algériens et que sais-je. On vit dans une histoire. Par exemple, moi, en Suisse, j'ai grandi dans une histoire où la Suisse, grâce à ses montagnes, grâce à son armée, n'a pas été envahie par Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez les petits Suisses, comment ils sont fiéros et tout ça, hein? Arrivent les années 90, et là, un trouble-fête appelé Jean de Sigler commence à raconter une autre histoire qui est faite de négociations financières, de sous et d'or planqués en Suisse, et donnant, on ne vous touche pas à vous, mais vous nous servez de coffre-fort. Mais vous imaginez comment l'histoire à laquelle on s'est identifié et la façon dont on se voyait à travers cette histoire, tout d'un coup, patatras, hein? Ça fait mal, hein? Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai encore le souvenir d'un repas à midi, je devais avoir entre 14 et 16 ans, quand mon père a parlé pour la première fois de Ziegler, mais alors que mon père était quelqu'un de très pacifique, très arrangeant, conciliant, sociable, etc. Mais là, on sentait que ça lui retournait les tripes, qu'on puisse parler mal de son propre pays. Voyez. Alors là, je parle du pays, mais nous, on a notre histoire à nous. Hein? Puis il y a l'histoire de notre famille. Et vous imaginez le nombre d'histoires auxquelles on s'identifie. Dites-vous bien que nous sommes des poupées russes, qui sont faits d'histoires dans des poupées russes. On est fait d'une histoire, dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire. Il y a mon histoire personnelle, qui n'est pas la même que celle de mon frère ou de ma sœur. Voilà. Alors les premiers chapitres, c'est mes parents qui me les ont racontés parce que forcément je ne m'en rappelle plus. Voilà. Puis ensuite, j'ai pris le relais et je continue de l'écrire tous les jours. Puis il y a l'histoire de la famille Claire, qui n'est pas l'histoire de la famille Tartampion, Dupont ou Schmitt. Hein. Puis après, il y a l'histoire du canton de Genève. Attention, Genève, ce n'est pas le canton de Vaud. On ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. D'accord? Ça sortait du fond du cœur. Hein. J'aimerais ça. J'adore. Et puis après, il y a l'histoire de la Suisse. Attention, la Suisse, c'est pas la France. Et puis c'est pas l'Allemagne et c'est pas l'Italie. Puis après, il y a l'histoire de l'Europe. Et vous vous rendez compte. Et encore, je vous zappe là-dedans que moi, j'ai été élevé avec une maman catholique et un papa protestant. Donc, à la fois, moi, j'ai cru que j'avais reçu que l'influence catholique, parce que j'allais à la messe tous les dimanches avec toutes les histoires qu'on nous raconte. Mais il a fallu que j'attende d'avoir 40 ou 45 ans pour me rendre compte que j'avais absorbé comme une éponge toutes les valeurs calvinistes du canton de Genève où j'ai grandi. Je n'ai pas été au culte, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse protestante, mais juste le fait de vivre dans ce milieu-là, j'en avais absorbé des trucs, mais j'en avais partout. J'en avais aucune conscience. Donc on vit dans des histoires. Si vraiment c'est quelque chose que vous entendez ce matin et que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, vous vous observez faire, et chaque fois qu'il vous vient une idée, une pensée, un préjugé de se dire d'où ça me vient, ah oui, c'est l'histoire qu'on m'a racontée sur ma famille, sur mon pays, sur ma classe sociale, sur ci ou ça, et de commencer petit à petit à se dire est-ce que cette histoire elle est vraie? Est-ce qu'elle me fait du bien? Ou est-ce qu'elle est un peu douteuse, puis qu'en plus elle m'empoisonne l'existence? De faire ce travail de prise de conscience de nos histoires et d'interrogation sur est-ce que ces histoires, comme je l'ai dit, elles sont vraies, est-ce qu'elles font du bien,
Est-ce qu'elles collent assez près à la réalité ou elles en sont super loin? Petite parenthèse, on vit une époque qui est quand même très particulière aujourd'hui. Hein. Pourquoi je dis ça? Je vous disais tout à l'heure que j'ai vécu avec une Russe. Elle me parlait, à l'époque on se foutait de la gueule de l'URSS où il y avait un journal qui s'appelait la Pravda. Pravda, ça veut dire la vérité. Wahahaha, les pauvres Russes, les pauvres Soviétiques qui croient que le monde est comme ci, comme ça. 40 ans après, l'Europe a fait un demi-tour. On croit qu'on avance toujours dans la même direction, on avance dans le sens inverse. Et la plupart des gens ne savent pas que, par exemple, dans ce beau pays qu'est le nôtre, il y a tout un tas de canaux de communication qui nous sont interdits. C'est-à-dire que si je vais en Suisse, je peux accéder aux informations qui sont données en Russie, en France, en Union européenne? Non. Je vais en Algérie? Oui. En France? Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui dans ce pays, dans cette Union européenne, qui décident pour vous, pour nous, à quelle information j'ai accès, à laquelle je n'ai pas accès. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, même à d'autres moments, ça n'existait pas, ça. Vous vous rendez compte qu'on en est là? C'est-à-dire qu'on nous raconte des histoires et qu'aujourd'hui, les gens qui ont du pouvoir, qu'ils soient politiques ou économiques, ils ont compris une chose essentielle, c'est que si vous maîtrisez l'histoire, vous maîtrisez tout. Si vous maîtrisez le narratif, vous maîtrisez tout. Dans Genesis, je passe tout le temps la même vidéo depuis des années. C'est une vidéo TED qui dure moins de 20 minutes d'une auteure nigériane que j'aime beaucoup qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. Vous tapez juste Chimamanda et vous tapez danger, histoire, vous tombez sur cette vidéo magnifique. Ça s'appelle le danger d'une histoire unique. Le danger d'une histoire unique. Elle est magnifique cette vidéo, je l'ai vue 10 fois, à chaque fois, elle est super bien construite, elle est drôle, elle est pertinente parce qu'elle prend à la fois des histoires qui la concernent elle individuellement, et puis son pays, le Nigeria, et puis l'Afrique, et puis les États-Unis où elle a fait ses études, etc. C'est un bijou. Et elle dit, on ne peut pas se permettre le luxe de n'avoir qu'une seule histoire sur quoi que ce soit. Une seule histoire sera toujours biaisée. La vérité est beaucoup trop riche pour rentrer tout entière dans une histoire. Donc une histoire, elle nous donnera une couleur, une interprétation, un regard sur les choses, mais il en faut 2, 3, 4, il en faut plusieurs pour commencer à avoir toutes les nuances et la richesse des choses. Donc aujourd'hui, je reviens à ce que je disais avant, les gens qui ont du pouvoir et qui veulent le maintenir, ce n'est pas avec des tanks, ce n'est pas avec des armées d'abord que se livrent les guerres aujourd'hui, c'est avec des histoires. Pourquoi croyez-vous qu'en France, aujourd'hui, 90% des médias appartiennent à 9 milliardaires? Comment peut-on parler de démocratie dans un pays où 90% des médias sont maîtrisés par 9 personnes? Du coup, ce qui veut dire, c'est que vous retrouvez la même info partout. Et que si vous voulez aller chercher un point de vue alternatif, il faut vraiment vous débrouiller. Voilà. Parce qu'il y a une maîtrise de l'info. Et la même chose vaut pour les États-Unis, la même chose vaut partout. Il y avait un reportage sur Arte, sur Rupert Murdoch, le mania des médias. Et ce reportage d'Arte concluait en disant « Rupert Murdoch a choisi les 4 derniers premiers ministres de Grande-Bretagne ». C'est-à-dire qu'en maîtrisant la presse, eh bien, il a orienté totalement les élections pour arriver exactement au résultat qu'il voulait. En France, on a la même chose. Vous regardez en période d'élection à qui sont consacrées les unes, les couvertures, les articles parmi tous les candidats, et vous vous rendez compte qu'il y en a 80% pour un candidat et 10 ou 20% pour un autre. Voilà. Donc c'est très facile, si vous maîtrisez l'histoire, si vous maîtrisez l'information, d'orienter l'opinion publique et de faire que tout en douceur, vous arrivez exactement au résultat voulu en maintenant l'illusion d'une démocratie qui n'est plus qu'une plaisanterie de façade. Donc ça, ce que je vous raconte ce matin sur les histoires, il y a des gens qui l'ont compris depuis très longtemps et que toute la manipulation, toute la propagande vise à maîtriser le récit et à faire en sorte qu'un récit prédomine, quel que soit le sujet économique, politique, médical ou autre. Si on maîtrise l'histoire, eh bien, on maîtrise derrière l'opinion publique, on maîtrise les choix que les gens croiront faire d'eux-mêmes, mais en fait, tout aura été fait pour les amener exactement à cet endroit-là. Donc, prendre conscience de nos histoires, c'est à la fois important pour nous à titre individuel, comme on va le voir, pour nous libérer des histoires toxiques qu'on s'est construites tout seul et qui nous empoisonnent,
Mais c'est aussi hyper important, à un échelon au-dessus, pour comprendre dans quelle société on vit et ne plus jamais avaler une histoire sans se demander qui la donne, quels sont comment on appelle ça, ces conflits d'intérêts, pourquoi on nous vend cette histoire et telle autre, quels sont les autres récits qui existent sur cette même chose-là. J'ai une phrase que j'utilise tout le temps, je dis « la liberté, ça se paye ». Une liberté qu'on n'a pas payée a 99% de chances d'être une liberté illusoire. Oser penser par soi-même, ça a un coût. Vous lisez Jonathan Livingstone, quand il essaye de faire autrement que les autres oiseaux, il se retrouve exclu, il se retrouve isolé, il se retrouve rejeté. Les gens qui ont osé penser autrement durant les 4 dernières années se sont fait traiter de complotistes, de nunuches, de terreplatistes et je ne sais pas quoi, simplement parce qu'ils osaient aller chercher des informations différentes. Voilà. Donc, retenez ça, une liberté dont on n'a pas payé le prix est presque tout le temps une liberté illusoire. La liberté, on ne peut pas vous la donner. Si on vous la donne, c'est qu'on peut la reprendre. La liberté, elle se conquiert par une démarche intérieure. Et je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore lu, le livre de Laurent Gounel, Le Réveil. Laurent a beaucoup hésité à écrire ce livre parce que Laurent, on le connaît avec des histoires comme L'homme qui voulait être heureux, Dieu voyage toujours incognito, etc. C'est des histoires feel good à travers lesquelles il transmet des éléments de spiritualité d'une façon qui touche un public énorme. C'est un des 10 auteurs les plus lus en France aujourd'hui, Laurent. Et au moment du Covid et tout ça, il a eu envie d'aborder un sujet quand même un peu délicat. Et il a fait ce livre qui est vraiment à part dans tout ce qu'il écrit, mais que je vous recommande vivement parce que son mérite, c'est qu'il y a à la fois un récit, un roman, une histoire, mais qui est appuyé par des références qui donnent. C'est-à-dire que tout ce qu'il vous raconte est sourcé. Ce n'est pas des trucs qu'il invente. Voilà, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez retrouver toutes les... Et il vous explique quelles sont les techniques de propagande, de manipulation qui existent depuis la Seconde Guerre mondiale, comment elles sont enseignées dans des écoles économiques, politiques, etc., et comment elles sont mises en œuvre par ceux et celles qui cherchent à aller exactement dans un sens précis. Donc ça, c'est aussi un livre qui peut nous aider à comprendre la fabrique des histoires, et puis nous inciter à nous dire « j'ai pas envie d'être le jouet des gens qui maintiennent l'information ». Oui, Christiane ? Moi, j'ai lu le dernier de lui. Oui. Et c'est Un monde presque parfait. Oui, je l'ai lu aussi, oui. Il est vraiment génial. Oui, son dernier est aussi intéressant. Oui, rapidement, parce qu'on aura des questions à la fin. En fait, c'est pas une question, c'est juste pour partager avec vous qu'un autre livre, moi, l'idée que tu soumets, qu'on vit dans un monde des histoires. Je l'ai lu pour la première fois dans le livre de Cyril Dion, Le petit manuel de résistance. Oui, tout à fait, Cyril parle. Et là, il dit les récits, ce sont les moteurs principaux de notre société. Tout à fait. Cyril fait partie des gens qui effectivement, parlent de l'importance des histoires et de l'importance aujourd'hui d'avoir de nouvelles histoires, parce que les anciennes histoires que nous avons dans tous les domaines sont des histoires qui sont directement liées à l'état de la planète aujourd'hui. Rapidement, Hassan ? En fait, dans le schéma, c'est un ancrage de la personne et pour qu'il puisse faire sa propre histoire. Mais comment arrivent les personnes qui n'ont pas d'ancrage, qui ont la manipulation, à réussir dans ce schéma? Alors, je vais aller jusqu'au bout et puis on y reviendra tout à l'heure. Donc, si je vous explique tout ça, parce que je ne perds pas de vue quand même que nous sommes ici à une réunion d'animateurs de cercle de pardon, c'est pour vous montrer que il y a d'abord un grand leurre, c'est de croire qu'on peut changer de croyance comme ça en claquant des doigts. Il y a des tas de livres qui ont été écrits sur comment on peut changer ses croyances. Mais les croyances, et ça c'est une chose à retenir, je l'ai développé dans mon livre « Mettre de l'ordre en soi », les gens croient que les croyances c'est de l'ordre du mental. Non, c'est essentiellement de l'ordre du cœur et de l'affect. Essentiellement. Je vous ferai un autre schéma après qui expliquera ça plus en détail. Si c'était que du mental, ça serait facile à changer. Le mental, c'est des hypothèses. Vous êtes scientifique, vous travaillez dans un labo, vous avez une hypothèse, vous allez la tester. Soit vos tests valident l'hypothèse, vous la gardez, elle devient une théorie, soit ça ne fonctionne pas,
vous balancez votre hypothèse et vous en trouvez une autre et vous continuez. Une hypothèse, c'est purement mental. Ça, on peut changer facilement l'hypothèse. Mais lorsqu'on est passé du mental, le monde aérien, à l'eau, le monde du cœur, on est pétri de nos histoires. Elles sont inscrites en nous. Et donc changer de croyance, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Parce que le cœur, on dit on adhère à une croyance. C'est intéressant les mots. Je lisais hier dans le livre que m'a offert Claude Frigiotis sur le Notre Père que le mot qui signifie croire en hébreu signifie adhérer. Mais c'est exactement ça. On adhère. Oui. On adhère à des croyances. On y adhère, ça colle. D'ailleurs, je vous avais fait ce cocon ici. Vous savez comment il est créé, ce cocon? Avec le fil de nos pensées. Vous n'avez jamais dit « j'ai perdu le fil de mes pensées » ? Avec le fil de nos pensées et avec la colle de nos émotions. Il faut les deux. C'est ça qui crée le cocon autour de nous. Donc on adhère à nos croyances. Et ce qui fait que, même si intellectuellement, à la limite, je me pose des questions sur la validité de mes croyances religieuses ou de mes croyances médicales ou de mes croyances je ne sais pas quoi, ben elles sont là et j'ai du mal à m'en défaire. Il y a un très joli film qui est sorti qui s'appelle « Reste encore un peu avec nous » de Gad Elmaleh, où il raconte qu'il a décidé de se convertir au christianisme. Et un jour, il revient chez ses parents. Il a été aux États-Unis pendant un long moment. Et il séjourne chez ses parents. Puis un jour, sa mère rentre dans sa chambre. Et puis, dans sa valise ouverte, qu'est-ce qu'elle voit? Une statue de Marie. Et là, elle frise l'apoplexie absolue. Et ce qui est très joli, c'est qu'il a quand même réussi à faire tourner réellement son père, réellement sa mère, réellement sa sœur dans ce film. Donc le film est super touchant. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte à travers ce film, c'est vraiment combien justement la religion est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de spiritualité, c'est de vivre les choses ensemble, c'est de passer des fêtes ensemble, c'est de partager des repas. Voilà. Et quelqu'un qui change de croyance, ben on a l'impression d'une trahison. On a l'impression que quelqu'un se détache, il n'adhère plus, il se détache. Et donc c'est ça qui amène tellement de drames et de déchirements. Donc les croyances, ce n'est pas facile de les changer. Et pour les changer, le pardon va être une clé absolument importante. Mais je vais vous faire un autre petit dessin, si je peux tourner celui-là, pour vous expliquer la structure d'une histoire. Ça vous aidera à mieux comprendre ce que je raconte. C'est une autre façon d'expliquer ce qu'on a vu avant. Et pour ça, on va comparer deux choses. C'est une maison avec une histoire. Si vous voulez construire une maison, il vous faut des pierres ou des briques. Nos histoires, elles sont constituées en premier lieu de choses qui nous sont arrivées, c'est-à-dire de faits, d'événements, positifs ou négatifs, un mariage, une naissance, ou un deuil, un accident, un drame. Voilà. Mais un événement en soi n'est pas une histoire. Voilà. Dans la maison, avec des briques toutes seules ou avec des pierres toutes seules, je n'ai pas encore une maison. Il faut que j'ai quelque chose pour les lier les unes aux autres. Il me faut du ciment. De manière analogue, dans la construction de mes histoires, eh bien, il y a des émotions. C'est-à-dire que le fait, l'événement qui arrive, suscite en moi une émotion. Donc, je ne sais pas, mais il arrive un deuil. Je suis triste, il arrive une injustice, je suis en colère, il arrive une naissance, je suis en joie. Voilà. Et puis, la maison, il faut un plan. Parce qu'avec les mêmes pierres, avec les mêmes briques, je peux construire une très jolie petite villa de banlieue,
ou je peux construire un donjon qui n'a pas une fenêtre, qui est glacial, qui est tout noir, avec les mêmes briques, avec le même ciment. Deux constructions complètement différentes. Et là, dans nos histoires, eh bien, il y a le sens, il y a l'interprétation, le scénario, si vous voulez, on pourrait même rajouter supposition, hein, parce que on est dans le même registre. C'est intéressant de comprendre ça comme ça, parce que comme je disais, on comprend bien que il y a une phrase qu'il faut rayer une fois pour toutes de votre mental, de votre vocabulaire, c'est « les faits parlent d'eux-mêmes ». Mais non, les faits, ils ne parlent absolument pas d'eux-mêmes. Les faits ne parlent jamais, jamais, jamais d'eux-mêmes. Voilà. Il n'y a rien de plus faux que cette phrase-là. Voilà. Les faits, c'est juste des faits, et c'est nous qui allons leur donner un sens ou un sens différent selon... simplement, on le fait tellement inconsciemment que si on est né dans une famille et qui voit toutes les choses en noir, il arrive un truc, forcément, c'est une catastrophe. Mais peut-être dans une autre famille, ça serait quelque chose de complètement différent. Donc les faits ne parlent jamais d'eux-mêmes. La vie, des fois, jette une grosse pierre dans votre jardin. Qu'est-ce que vous allez faire de cette pierre? Comment vous allez la tailler? Comment vous allez la disposer dans l'édifice de votre vie? Ça, c'est votre choix. La pierre, elle vous est donnée. Si tout d'un coup, il arrive, comme je disais, un deuil, il arrive un accident, vous êtes viré de votre travail ou il arrive autre chose, boum, elle est là. Puis une fois qu'elle est là, on ne peut plus faire comme si elle n'était pas là. Le seul choix qu'on a, c'est comment je vais l'intégrer dans cette construction. Voilà. De la même manière, il arrive des faits, ces faits provoquent en nous une émotion, et le drame, c'est que cette émotion a tendance chez nous à provoquer automatiquement une interprétation. Alors je vais changer parce que je racontais toujours la même histoire de l'automobiliste qui nous fait une queue de poisson, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont entendu. On va prendre une variante, vous allez faire vos courses au supermarché, vous arrivez à la caisse, vous payez, et la caissière vous rend la monnaie, il manque 5 €. Le fait, il manque 5 €. L'émotion qui des fois se déclenche toute seule, on n'a même pas le temps d'y réfléchir, hein, c'est la colère. Elle essaye de m'arnaquer. Et l'interprétation, en plus je vois qu'elle appartient à telle ethnie, à telle nationalité, ces gens-là sont des voleurs. Hein? Et comme je dis toujours, on adore passer du singulier, c'est-à-dire juste une personne qui est devant moi à la caisse, au pluriel, on vient de trouver une loi cosmique, ces gens-là sont des voleurs. Hein? Waouh, on est fiers, là, on vient de trouver quelque chose qui va pouvoir être... Bon. Et comme je dis, dans ce schéma-là, où est-ce qu'il y a de la liberté? Eh bien, il n'y en a pas. Le fait est arrivé, le fait a déclenché automatiquement l'émotion en moi, et l'émotion a déclenché automatiquement en moi le mental, l'étage mental, qui va faire une seule chose, c'est de venir justifier mon émotion. J'ai bien raison d'être en colère puisque j'ai affaire à une voleuse. Hein? Et à partir du moment où je renforce l'émotion, je rentre dans une espèce de boucle comme ça. Hein? On retrouve mon cocon de l'autre côté. Et je m'enferme dans cette bulle. Bulle qui est créée par un cœur inconscient, c'est-à-dire traversé par des émotions sur lesquelles je ne prends même pas le temps de réfléchir, et par un mental qui n'a qu'un seul job ici, qui est de justifier l'émotion. Quand je parle de guérir le cœur et libérer le mental, guérir le cœur, on sait ce que c'est le pardon. Libérer le mental, pourquoi? Parce que le mental, il est fait pour nous donner plusieurs points de vue, plusieurs histoires, plusieurs interprétations. S'il n'en trouve qu'une seule et que celle-là n'a qu'une seule raison d'être, c'est de me donner raison, de donner tort à l'autre, de dire que je suis une victime et que l'autre est un salaud, il ne fait pas son job de mental. C'est pour ça que j'adore le sens de l'humour. Il n'y a pas d'humour dans les régimes totalitaires, pas d'humour dans les dictatures, pas d'humour dans les sectes, parce que l'humour, c'est le début de la liberté de penser. Parce qu'on vous raconte une histoire et que vous êtes sûr que le sens est là, puis la chute, elle est là. Et c'est l'écart entre les deux qui nous fait rire. Voilà. Et que le rire, un éclat de rire, l'éclat de rire disperse les choses qui sont trop rigides, trop fermées, trop limitantes.
Donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver de la liberté. Voilà. Si je reviens 2 secondes à mon schéma d'avant, ce que je ne vous ai pas dit, je suis un obsédé des définitions. Si vous avez lu certains de mes livres, je définis tous les termes que j'utilise. Parce que quand on publie beaucoup, quand on lit beaucoup, quand on traduit beaucoup, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les mêmes mots sont utilisés par tout le monde avec des sens très différents. Donc après, bonjour, la confusion. Un des mots sur lequel il y a une confusion monumentale aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ego. Voilà. Et pour beaucoup de gens, l'ego, c'est le mental. Le mental, c'est le vilain. Hein? Le gentil, c'est le cœur. Le gentil comprend tout, voilà, et le mental, c'est le menteur. En réalité, c'est complètement faux. Les deux forment un couple, et les deux ont la dimension basse et la dimension haute. La dimension basse du mental, c'est mes petits calculs, mes petites combines, ma façon limitée de voir les choses. La dimension basse du cœur, c'est je t'aime, je te déteste, je t'aime, je te déteste, et puis je laisse toutes les émotions et les sentiments me traverser, et je suis toujours sous les déluges, les inondations et les grandes eaux. La dimension haute du cœur, ce qu'on appelle le plan bouddhique, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment une capacité d'aimer qui est plus en train d'osciller sans arrêt. Et la partie élevée du mental, c'est le plan de sagesse, c'est le plan de discernement, c'est le plan de compréhension véritable. Et on a autant besoin de ce plan d'amour que de ce plan de sagesse. Et quand on glorifie le cœur au détriment du mental, qu'est-ce qu'on fait? On oppose le cœur supérieur au mental inférieur. Comme on disait gamin à l'école, c'est de la triche. Si vous voulez les opposer, vous opposez les deux d'en bas, et franchement les deux font la paire, ou vous regardez les deux d'en haut, et là aussi les deux font une très belle paire, un très beau couple. Donc l'ego, c'est l'alliage d'un cœur inconscient et d'un mental inconscient. L'ego, c'est l'alliage d'un cœur inconscient et d'un mental inconscient. Voilà. Où le mental n'a que pour seul objectif de justifier mon ressenti. Une autre façon très simple de comprendre l'ego, c'est la partie de vous qui cherche du matin au soir, de nous, je m'inclus, à avoir raison. C'est ce job permanent de l'ego, c'est d'avoir raison. Donc dès que vous vous voyez en train de justifier votre idée, votre point de vue, votre truc, votre machin, vous savez exactement ce qui parle à l'intérieur de vous. C'est une clé quand même hyper simple. C'est son job permanent. Et il faut se rappeler Christiane Singer et ce qui est écrit sur la toute première page en exergue de son livre « Dernier fragment d'un long voyage ». Qu'est-ce qu'elle dit? Elle cite un poète israélien, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas donné son nom, un poète israélien qui a dit « Là où quelqu'un a eu raison, l'amandier ne fleurira pas au printemps prochain. » C'est joli, hein? Là où quelqu'un a eu raison, l'amandier ne fleurira pas au printemps prochain. Donc, ce cocon-là, cette bulle-là, c'est la façon dont nous rigidifions nos histoires, dont nous les colmatons dès qu'il y a une petite brèche, dès que quelqu'un nous dit ou fait quelque chose on colmate, on blinde pour bien garder tout ça, bien solide, bien fermé, qu'on continue d'avoir raison là-dedans. Mais vous remarquerez que c'est un cocon. Et un cocon dans la nature, ça sert à quelque chose. Ce n'est pas une erreur, c'est pas... Un cocon, ça sert à passer de la chenille au papillon. Et moi, j'ai l'espoir, profondément ancré en moi, qu'aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif pour l'humanité, cette phase de cocon dans laquelle nous sommes, cette phase poupée russe dans laquelle nous sommes enfermés, où nous prenons nos histoires pour des réalités et on se pourrit la vie et on détruit nos corps et la société et l'environnement et la nature avec ça, ça soit le prélude à une mutation, le prélude à une transformation complète jusqu'à ce qu'individuellement et collectivement nous déployions nos ailes et que l'être humain devienne un jour ce qu'il est véritablement en potentiel dans l'âme humaine. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, je pense qu'on vit une période très très charnière en ce moment, mais vraiment là en ce moment. Mais je ne sais pas si les choses vont bouger dans les 10-20 ans à venir ou dans 1000 ou 2000 ans, peu importe, mais je suis convaincu qu'il y a une raison pour laquelle on commence par construire un ego, par le blinder, et à l'abri de ce cocon-là,
à l'abri de nos histoires, il y a un travail, il y a une mutation, il y a une transformation qui se fait, puis quand elle est achevée, ça se déchire. C'est une question pour tout de suite ou ça peut attendre la fin? En fait, j'ai une clarification, parce que tu as parlé de l'ego comme l'alliage d'un cœur à l'inconscient et d'un mental à l'inconscient. Oui. Que l'ego mental, c'est avoir raison. Et je me disais, est-ce que l'ego cœur, dans cet alliage-là, c'est le besoin insatiable de reconnaissance? Alors, il y a probablement quelque chose de cet ordre-là, oui. Oui, le besoin d'être aimé, tout simplement. Voilà. Besoin d'être aimé. Être en demande d'amour, alors que le cœur supérieur, il est là pour donner, pour rayonner de l'amour. Vous savez, c'est intéressant, on dit que le mental réfléchit. Hein, c'était Cocteau qui disait « Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer l'image des gens ». Le mental réfléchit. Il n'éclaire pas. Le mental, il est comme la lune. Il réfléchit la lumière du soleil. Le soleil, c'est le mental supérieur, c'est le plan causal. Ça, c'est la vraie lumière. Ça, c'est un mental qui éclaire, qui projette littéralement une lumière sur les choses. Mais la plupart du temps, nous ne faisons que réfléchir, c'est-à-dire tourner en circuit fermé sur des choses qu'on a lues, qu'on nous a dites, qu'on a entendues. Mais nous ne projetons pas une lumière. Les vrais génies, hommes et femmes qui ont apporté dans les sciences, dans la spiritualité, dans la philosophie, dans le savoir humain, une vraie lumière, c'est autre chose que ça. Hein. Eh bien, ça vaut pour le mental. Pour le cœur, c'est pareil. Le cœur inférieur, c'est une pierre réfractaire. Elle ne vous rend que la chaleur que vous avez mis dedans. Et puis au bout d'un moment, elle se refroidit. Voilà. Le cœur supérieur, le plan bouddhique, il rayonne, il donne. Les gens qui ont vu Ama, les gens qui ont rencontré Émile Galois, les gens qui ont rencontré d'autres de ces êtres qui ont incarné ça en eux, vous avez quelqu'un qui juste éclaire, qui juste chauffe, qui juste rayonne. Voilà. Parce qu'ils ont, voilà, eux sont sortis de ce cocon-là, et eux ont déployé leurs ailes de papillon humain, et puis il y a autre chose qui nous attend que ce qu'on a fini par considérer comme nos vies normales, c'est-à-dire nos problèmes, nos trucs, nos machins, nos humeurs, nos émotions, etc. Non, il y a autre chose en potentiel à l'intérieur de nous. Ah c'est pas la bonne feuille. Hop. Donc voilà, nous on fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas faire. Donc si je reviens, il m'arrive un drame. Il m'arrive quelque chose de terrible, comme nous racontait Mina hier. Bon, vous imaginez ce qui se passe comme émotion derrière? Comment on est envahi par la peine, par le chagrin, par la douleur. Chez certains, c'est la colère, chez certains, c'est la haine qui vient. Et comment? Parce que ces émotions sont tellement fortes, on va chercher du sens. Et que le sens qu'on va trouver sous le coup de l'émotion, qu'est-ce que vous croyez qu'il va être sous le coup de l'émotion? Le monde est injuste, Dieu m'en veut, tout est absurde, les autres sont des salauds, etc. On va se construire un sens qui, la plupart du temps, va être assez dramatique. Et puis, ce sens va justifier que je sois si malheureux, si triste. Et très rapidement, je vais me retrouver enfermé dans cette boucle-là. Et le drame, c'est que cette boucle-là, elle est complètement dissociée de ça. C'est pas ça qui me fait souffrir. C'est pas l'événement qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ce qui me fait souffrir, c'est le récit que j'ai construit autour. Ce que Fred Luskin appelle un récit de doléance, grievance story en anglais, un récit de doléance. Il est arrivé un événement et mon mental et mon cœur, inconsciemment, ont construit une histoire autour de ça, ont tissé ce cocon, ont tissé cette histoire dans laquelle je suis prisonnier. Et j'en suis prisonnier, je suis là-dedans et je peux y rester des semaines, des mois, des années, des décennies. Et ce n'est pas l'événement qui me fait souffrir, l'événement, ça fait longtemps qu'il est passé. Le corps a guéri, c'est le fait que j'entretiens et que je cultive cette histoire, je m'identifie à cette histoire. Imaginez la mère de 3 enfants, elle a 45 ans, et puis tout d'un coup son mari la plaque pour partir avec une jeunette de 20 ans. Et puis non seulement il la plaque, mais évidemment il ne paye pas la pension alimentaire, donc elle qui a consacré sa vie depuis 20 ans à élever ses enfants,
Elle se retrouve sans le sou, à devoir éventuellement reprendre des études, mais il faut qu'elle bosse tout de suite, donc elle fera peut-être des cours du soir. Bref, ça va être la cata. Et très rapidement, ce qui risque de se passer, c'est qu'à chaque personne qu'elle va rencontrer, elle va dire, vous savez pas quoi, il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans, mon mari m'a plaqué, il m'a laissé toute seule avec les enfants, il m'a jamais payé la pension alimentaire, et cette histoire devient son identité. Elle s'identifie à son histoire, elle devient son histoire. Et elle s'identifie tellement à ça qu'elle ne voit pas qu'il y a peut-être une autre façon d'interpréter son histoire. Que peut-être que ce divorce et cette séparation et tout ça, c'est la chance de sa vie. C'est l'occasion de faire quelque chose de complètement différent qu'elle n'aurait jamais fait sinon. Mais pour ça, il faut être capable de voir l'espace de liberté que nous avons. Et l'espace de liberté, il est où? Il est essentiellement dans le sens, dans le plan. Les pierres, on a dit, elles sont balancées dans le jardin. L'émotion, pour beaucoup d'entre nous, que quelque chose nous fasse une réaction émotionnelle, ma foi, c'est comme ça. Et puis vouloir le nier, faire comme si tout baigne, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais l'émotion, si on laisse faire, elle nous traverse. Mais qu'est-ce qui l'empêche de traverser? Le moment où le mental construit une bulle autour et referme tout. Et là, elle reste. Elle ne nous traverse pas, elle coule pas. Un bon architecte, quand vous allez le voir, il ne va pas vous faire un plan en vous disant « votre maison, c'est ça ». Il va vous dire « on pourrait mettre la salle de bain là, et puis les chambres là, puis faire une mezzanine ». Ou alors, deuxième possibilité, on fait comme ci, comme ça. Il vous propose plusieurs possibilités parmi lesquelles vous allez choisir. Le job d'un mental libéré, c'est effectivement de nous faire voir plusieurs façons différentes d'envisager la même histoire. Et là, tout d'un coup, si j'en envisage plusieurs façons, eh bien, l'émotion, elle va redescendre. Si je me dis la caissière, c'est une voleuse, je suis en colère. Mais si mon mental fait son job, il dit, si ça se trouve, elle a rencontré son petit copain pour la première fois hier soir, et puis elle plane à 15 000, elle est toute amoureuse, elle est toute love, et elle ne fait absolument pas attention voilà. Ou si ça se trouve, elle est maman d'un petit mouflet de 3 ans, qui fait ses dents, et qui ne dort pas de la nuit, donc elle n'a pas dormi de la nuit non plus, donc elle est complètement crevée, fatiguée, et du coup, elle ne fait pas attention à ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui se passe quand, au lieu de faire une seule histoire négative, j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 4, d'abord, je me rends compte que c'est moi qui crée l'histoire. Ce n'est pas la vérité vraie, c'est juste une histoire que je me raconte. Et l'émotion, elle redescend derrière. Elle redescend. Je ne dis pas qu'elle va arriver à 0 tout de suite, mais elle redescend super vite. Et là, on trouve cet espace de liberté que Viktor Frankl avait découvert, lui, dans les camps de concentration. D'où cette phrase gigantesque qu'il a sortie, entre le stimulus et la réaction, il y a un espace de liberté. On n'est pas des machines. Je t'appuie là, tu te mets en colère, je t'appuie là, tu vas avoir la haine, je t'appuie là, tu vas bouder, je t'appuie là, tu es triste. Non, on n'est pas des machines. Mais cet espace de liberté que Frankl trouve dans les camps de concentration, la plupart d'entre nous, on ne le trouve pas si on ne le montre pas. Mais il y a cet espace de liberté, et conquérir cet espace de liberté, ça permet de pouvoir ne plus être complètement conditionné, manipulé par soi-même, par ce qu'on croit, par les histoires qu'on se raconte. Sauf que, pour pouvoir librement inventer plusieurs sens différents, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal? Moi, je vois bien quand on fait il y a des exercices qu'on fait pendant Genesis. Qu'est-ce qui fait que des fois, on a du mal, il y a des résistances? C'est l'émotion, c'est le ciment. Il y a des ciments qui sont tellement durs que vous devez y aller au marteau-piqueur pour défaire votre donjon avant d'en faire un joli pavillon de banlieue. Et puis, il y a des ciments qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables. Vous allez plus facilement pouvoir déplacer les choses et les reconstruire. Si on a un ciment très rigide, si on a des émotions, des sentiments en nous super forts, oui, on arrivera un petit peu à faire marcher son mental, mais on n'y croira pas. Sur le papier, on aura écrit des histoires alternatives, on aura écrit des croyances alternatives, mais à la première seconde, comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Non, il ne revient pas au galop, il revient au trot, il était juste parti à 3 mètres. Jamais aller bien loin. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur l'émotionnel? Comment est-ce qu'on va pouvoir
liquéfier ce ciment, le rendre plus léger, plus malléable. Eh bien, la clé, c'est le pardon. C'est le pardon, parce que dans nos cercles de pardon, dans Ho'oponopono, dans d'autres travails, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout d'un coup, quelque chose lâche, quelque chose se fluidifie. Donc, il y a des tumeurs qui commencent à se désagréger, il y a des tensions, il y a des blocages articulaires qui tout d'un coup retrouvent de la fluidité. Ce qui était dur, ce qui était solide, ce qui était froid, tout d'un coup ça devient plus mou, plus chaud, et puis ça rebouge, ça se remet en mouvement. Mais si on ne travaille que là, si on travaille que sur le plan, si on travaille que sur le sens, on voit bien que ça résiste en nous. Un de ceux qui parle très bien de ça, c'est Charles Eisenstein, dont vous savez que je suis un grand fan. J'en ai déjà parlé dans cette même pièce il y a 5 ans d'ailleurs. Il a publié plusieurs livres. Il y en a un qui est sorti aux éditions Jouvence qui s'appelle « Ce monde plus beau que notre cœur sait possible », qui est vraiment magnifique, qui existe en poche aujourd'hui. Et puis j'ai écrit la préface d'un autre livre de lui qui sort en février. Alors je ne peux plus vous retrouver le titre parce que le titre a changé hier. C'est un livre sur le climat. Mais comme le climat, c'est un mot qui n'est absolument pas vendeur, on a changé le titre pour, je crois que ça s'appelle « Les clés du changement », qui est aussi bien le changement climatique que notre changement intérieur. Et bref, Charles dit exactement ce que je vous dis là, c'est-à-dire on ne change pas de croyances à volonté. Elles sont inscrites en nous comme l'eau dans notre corps. Les poumons, hein, l'air il rentre, il sort, il rentre, il sort. Mais l'eau qu'on a dans nos tissus, vous n'allez pas la remplacer comme ça. D'accord ? Donc, pour changer les croyances, il faut un travail beaucoup plus profond que ça. Et la clé de ce cocon d'histoire qu'on a vu à la page d'avant, la clé pour sortir de ce cycle infernal ici, c'est le pardon. C'est le moment où tout d'un coup, quelque chose va se liquéfier, va se dissoudre, va enfin retrouver de la fluidité, où l'émotion qui a été figée, glacée, qui a été arrêtée, hein, genre la vague de Kusai, mais qui reste figée, qui est figée de façon définitive, tout d'un coup, elle retrouve sa fluidité. Les émotions, elles sont faites pour nous traverser. Les 2 erreurs à faire avec les émotions, c'est soit les amplifier, c'est-à-dire que sur une vague haute comme ça, vous faites souffler les vents du mental, vous obtenez un tsunami. Et l'autre, c'est de la retenir, c'est de la contenir, c'est de mettre un barrage. Et puis une fois que le barrage est mis, toute cette eau, toutes ces tensions, elles se somatisent à l'intérieur parce qu'elles n'ont pas pu nous traverser librement. Ça, c'est le fruit d'une société dans laquelle on est, qui a surévalué le mental. Voilà. D'ailleurs, toutes les années qu'on passe à l'école, c'est mental, mental, mental. Le cœur, on oublie. Le corps, 2 heures d'éducation physique et basta. Et moralité, quand l'émotion arrive, comme nous disait Mine hier, on ne sait pas quoi faire face à quelqu'un qui pleure, qui a du chagrin, qui a du deuil. On est complètement emprunté. On a perdu ce langage aussi bien en nous que dans les relations autour de nous. Donc le pardon, le travail qu'on fait, il est absolument essentiel parce qu'il va permettre de dissoudre ces histoires qui se sont cristallisées en nous, ces histoires dont nous sommes prisonniers. Et une fois que ce ciment s'est dissous, tout d'un coup, on voit émerger un autre sens. Tout d'un coup, avec les mêmes pierres, on reconstruit l'histoire autrement. J'ai déjà raconté ça plusieurs fois, mais je vais le raconter brièvement pour ceux et celles qui ne l'auraient pas entendu. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que ma vie a basculé 3 jours après que j'ai rencontré Annabelle en 2009. À cette époque-là, je passais tout mon temps à traduire. J'ai quand même traduit 100 livres de l'anglais en français. Voilà. Donc j'étais derrière mon ordi, je traduisais, je gagnais ma vie comme traducteur. 3 jours après avoir rencontré Annabelle, donc vous imaginez, je viens de rencontrer le grand amour, je plane à 15 000. Hein? 3 jours après, une jeune traductrice que j'aide à se lancer dans la profession me plante symboliquement parlant un couteau dans le dos et elle bousille la relation que j'ai avec un éditeur à Paris qui m'assure 85% de mes revenus. Donc je passe des 15 000 à 6 pieds sous terre. C'est-à-dire tout d'un coup, j'ai plus de boulot, j'ai plus d'argent, j'ai une maison à rembourser, j'ai 3 garçons à élever et que dalle. Donc là, je peux vous dire le fait, hein, ce que fait cette petite jeunette-là et la façon dont l'éditeur croit ce qu'elle dit et décide de ne plus me donner du boulot, boum, l'émotion, bonjour, hein,
Je peux vous dire que sur le moment, wow, j'ai été fauché sur place. Mais vraiment. Alors j'en voulais à cette traductrice, j'en voulais à l'éditeur avec qui je bossais déjà depuis 10 ans, je m'en voulais à moi évidemment d'avoir été assez bête pour finalement avoir prêté le bâton pour me faire battre. Donc l'émotion, ça a bien secoué. Mais en même temps, tout ce que j'écris dans mes livres, je le pratique. Donc, une première nuit se passe. Je ne vais pas vous dire que j'ai beaucoup dormi. Hein. Ça a quand même bien turbiné dedans. Mais le lendemain matin, quand je me réveille, la première pensée qui me vient, c'est « et si c'était une bénédiction cachée ?» Et si c'était une bénédiction cachée? C'est-à-dire, au lieu de dire ici, oui, de toute façon, cette traductrice, elle est trop nulle, puis les jeunes de cet âge, puis les femmes, pourquoi pas, hein, ils sont comme ça, et puis les éditeurs, et puis hein, de trouver une façon de justifier le fait que je sois super en colère, et puis super inquiet. Je suis inquiet, j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. Là, parce qu'il y a de la pratique derrière. Je m'amuse à jongler avec les idées, puis parce que j'ai quand même pu accueillir cette émotion en moi, vient cette idée complètement saugrenue, a priori, de se dire « et si c'était un cadeau? Et si c'était une bénédiction cachée ?» Voilà. Je ne peux plus traduire, et là je me dis bah, « autrefois j'écrivais des bouquins. Et si je me remettais à écrire ?» Et là, en 3 mois, parce qu'il y a urgence, il faut vraiment que je rentre des pépettes. En 3 mois, j'écris 2 livres. Même lorsqu'elle recule, la rivière avance, mon second livre de métaphores après la grenouille, qui vient de ressortir dans une nouvelle édition avec de nouveaux textes, 2 nouveaux textes magnifiques, et le don du pardon. Le don du pardon. Ça faisait 10 ans que je disais, un jour, j'écrirai un livre sur ce qui m'est arrivé au Mexique. Bon, ben là, de toute façon, je ne peux plus traduire. Puis il faut que j'ai au moins une avance, enfin n'importe quoi, pour que j'ai un peu des sous. Et en écrivant ce livre, je sème la graine qui va déterminer ce que je vais faire durant les 15 ans qui suivent. Voilà. Mais j'aurais pu m'enfermer là-dedans et y rester 1 an, 2 ans, 3 ans, ou y être encore, ou je ne sais pas quoi. J'aurais pu continuer à maudire le ciel, la terre, les éditeurs, les traductrices, et je ne sais quoi. Vous voyez? Donc le pardon... Et je pense que le fait que, mine de rien, quand il arrive ça, eh ben, ça fait déjà 10 ans que j'ai rencontré Miguel, ça fait déjà 10 ans, même si je n'ai pas encore écrit mon livre, que je pratique ce yoga du cœur. Il y a un entraînement, certains font du hatha yoga, et parce qu'ils en font, ben, il y a une souplesse, il y a quelque chose qui a été acquis à ce niveau-là. Ben, si vous faites un yoga du cœur, un bhakti yoga, un yoga du pardon, ben, il y a aussi quelque chose qui a commencé à se fluidifier, qui est moins enclin à se rigidifier jusqu'à devoir utiliser le marteau-piqueur comme je disais. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu ne pas m'enfermer dans une bulle toxique et que j'ai pu laisser la porte entrouverte et qu'effectivement, alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce que j'imagine bien, il faut l'écrire le livre, il faut l'envoyer à l'éditeur, puis alors juste pour le gag, hein, parce que ça vous ne le savez peut-être pas. Je l'écris en anglais, le livre, en me disant en France, c'est trop compliqué de parler de pardon. Aux États-Unis, n'importe quel président peut dire God bless you, ça choque personne. Vous imaginez ici Macron ou Chirac dire que Dieu vous bénisse, le lendemain, il dégage. Hein, bon. Je l'écris en anglais. Je l'envoie aux presses de Findorn, dont à l'époque le directeur habitait Toulouse, c'était un Français, Thierry. Et c'est la première fois de ma vie que sous 24 heures, j'ai un éditeur qui me dit c'est bon, je prends. Wow, super, trop content. Donc, je lui demande une avance. Bon, il n'était pas trop chaud parce que les petits éditeurs, souvent, ne payent pas des avances, mais j'insiste. Il m'envoie un contrat. Je signe le contrat. Je le renvoie. Puis là, j'attends. Puis au bout d'une semaine sans nouvelles, je l'appelle. Où est-ce que ça en est? Ah, ben écoute, on a envoyé ton manuscrit à une correctrice qu'on a au Nouveau-Mexique. Manque de bol, ce n'est pas une américaine, c'est une anglaise. Peut-être un petit peu trop strict, un peu coincé, parce que moi, des bouquins américains, j'en ai lu des milliers, et croyez-moi, le niveau d'anglais et de vocabulaire, il est quand même pas top. Voilà. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de choses à corriger dans ton texte, donc on ne va pas le publier. Puis j'ai dit, attends, mais Thierry, tu rigoles ou quoi?
j'ai ta parole, on s'est engagé, tu m'as envoyé un contrat, je t'ai signé ce contrat, je te l'ai renvoyé, et là tu viens de me dire qu'on ne le publie pas. Enfin, d'un point de vue éthique, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain, c'est juste le niveau zéro, quoi. Bon, je me dis, tant pis, hein, c'est que vraiment, ce truc-là, j'ai pas à le faire. Hein. On oublie. 3 semaines après, le téléphone sonne. Oui, c'est Thierry. Écoute, figure-toi que c'est incroyable. Mais les 3 mails que j'ai renvoyés sur 3 semaines à ma correctrice au Nouveau-Mexique pour lui dire on ne va pas publier le livre d'Olivier Clerc, elle n'en a reçu aucun. Donc, n'ayant pas de nouvelles de moi, elle a corrigé ton bouquin. Donc, on le publie. Et là, vous dites s'il n'y a pas un coup de pouce cosmique. Hein. C'est quand même incroyable, cette histoire. Incroyable. Voilà. Donc ça, c'était juste pour faire une parenthèse. Donc il est sorti en anglais avant d'être sorti en français. Oui, au début, j'avais même exclu du contrat avec mon éditeur anglophone les droits français. Je voulais qu'ils ne puissent pas vendre les droits français. Tu vois. Puis en fait, Annabelle en particulier et d'autres personnes, Denise, Jocelyne, d'autres ont dit « Non, mais quand même, t'exagères, il faut en faire une version française ». Donc 1 an plus tard, j'ai fait une version française beaucoup plus longue. Elle fait 1 fois et demie la taille de la version anglaise parce que là, on marche sur des œufs et qu'il fallait que ça passe dans une culture quand même plutôt laïque, pour ne pas dire athée. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Donc une fois encore, ces cocons individuels, collectifs, familiaux, globaux dans lesquels nous sommes, plus ils sont durs, plus ils sont rigides, plus ils nous limitent, plus ils nous enferment, plus c'est la magie du pardon qui va créer l'espace, qui va nous permettre de pouvoir imaginer un nouveau sens. Et puis en plus la magie, vous le savez, c'est que quand on a enlevé ça, ça s'active tout seul, même si vous ne pratiquez pas, vous n'avez même pas de vie spirituelle. Le nombre de fois où j'ai vu ça, des hommes, des femmes qui viennent faire un atelier pardon, un cercle de pardon. Et puis tout d'un coup, ils touchent l'amour inconditionnel. Tout d'un coup, ils touchent un espace d'humanité, de lien, de connexion avec les autres qui font que tout ce qu'ils se sont racontés, l'homme est un loup pour l'homme, il faut se méfier, il faut ci, il faut ça, leurs histoires, hein, avec le ciment de la peur, du doute, de la haine, etc., tout d'un coup, elles se ramollissent. Et puis là, je commence à avoir envie d'entendre d'autres histoires, donc je vais aller lire d'autres livres, je vais aller regarder des vidéos, je ne sais pas moi, sur les NDE, sur ci, sur ça. Et tout d'un coup, il y a une nouvelle lumière qui descend. Et cette nouvelle lumière, elle va nous donner envie d'aller nous créer des histoires plus belles, des histoires lumineuses, des histoires qui englobent tout un tas de choses qui n'étaient pas présentes dans mes histoires avant. Et si je vous disais tout à l'heure que je suis fan d'Eisenstein, c'est parce que en 98, j'étais à Neuchâtel. Alors le gag, c'est que j'étais là-bas pour un congrès politique. Mais il se trouve que je loge chez un ami au bord du lac de Neuchâtel. Et le soir, m'est tombé dessus, littéralement, un texte que j'ai écrit d'un jet, que j'ai appelé « La Nouvelle Alliance ». Et ce que je racontais dans ce texte-là, c'est la même chose que ce que je découvre 25 ans plus tard dans les bouquins de Charles Eisenstein. Alors moi, je l'avais écrit de façon très poético-mystique, avec des références bibliques, etc. Mais lui, c'est un universitaire, un philosophe, et il l'écrit en le référençant d'une manière, je pense, qui est plus accessible, on va dire, à un grand public que mon grand beau texte mystique. Mais en gros, ce qu'il dit, avec lequel je suis 100% d'accord, c'est aussi ce que dit Cyril Dion, c'est « nous sommes malades, l'humanité est malade des histoires à laquelle elle croit ». Les histoires sur ce qu'est l'être humain, le produit du hasard, qu'est-ce qu'est la conscience humaine, une sécrétion du cerveau, le monde est absurde, tout finira par disparaître, on est là pour exploiter la nature. Toutes nos histoires économiques, nos histoires politiques, nos histoires médicales, nos histoires éducatives sont des histoires toxiques. Nous sommes malades des histoires auxquelles nous croyons. Profondément malades. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nouvelles histoires qui émergent. Toutes les anciennes histoires, elles ont un truc en commun, ce sont des histoires de guerre. Nous avons une pensée de guerre qui traverse tout le spectre de ce que nous faisons. Guerre en politique, guerre économique, conquérir de marchés, détruire l'adversaire, etc. Le sport est une façon moderne de remplacer les combats sur le terrain par la compétition. Vous prenez la médecine, on est en guerre contre les virus, les microbes, les maladies.
Vous prenez l'agriculture, on est en guerre contre les insectes et ce qui s'attaque aux cultures. Hein. Ce qu'il y a de plus incroyable, c'est qu'on est même en guerre dans la spiritualité. On est en guerre contre ses défauts, on est en guerre contre son ego, on veut être des guerriers de lumière. Hein. On a un vocabulaire guerrier dans absolument tout ce que nous faisons. Nous fonctionnons en mode binaire, avec la volonté que le bien triomphe du mal, sans se dire, ça fait des milliers d'années qu'on tient ce discours, et que ça ne fonctionne pas, pire que ça ne fonctionne pas, plus on va là-dedans, et pire c'est. La guerre contre la drogue a amené un développement incroyable de la drogue. La guerre contre la délinquance a démultiplié la délinquance. Tout ce à quoi on fait la guerre, on le renforce. Donc ce schéma-là de dualité, hein, qui est aussi pas mal lié à cette dualité qu'on a, on est en guerre intérieure. Notre mental pense une chose, notre cœur en veut une autre. Le chocolat, c'est pas bon. J'adore le chocolat. Alors, on a une guerre entre la tête et le cœur, bien souvent. Puis il y a aussi une guerre entre le spirituel et le corps. On est donc si on arrive à calmer ces guerres intérieures et aller progressivement vers ce message d'unité qui existe dans l'Inde depuis des millénaires, hein, ce qu'on appelle l'Advaita, la non-dualité, c'est ça. Ce que j'aime chez Eisenstein, c'est qu'il représente la non-dualité dans un langage d'aujourd'hui, avec des exemples concrets de qu'est-ce que ça donne quand on est dans une ONG, dans une association, et qu'on œuvre pour une cause, mais qu'on le fait sans le faire de façon guerrière. Et il y a des exemples qui sont hyper inspirants, hyper touchants. Et là, on entrevoit tout d'un coup ce que sera l'éducation de demain, ce que sera la médecine de demain, ce que sera l'économie de demain, la politique de demain. Il y a de nouvelles histoires qui émergent et il y a une grande histoire qui contient toutes ces histoires, qui est une histoire non duelle, qui est une histoire d'unitaire, où rien n'est séparé de rien, nous sommes tous liés les uns aux autres, nous sommes liés à la vie, aux animaux, à la nature, à tout le cosmos, et ça amène de nouvelles pratiques. Et c'est là où ce que nous faisons modestement avec nos cercles de pardon est essentiel. Parce que si on veut passer des anciennes histoires aux nouvelles, que ce soit nos anciennes histoires personnelles, cauchemardesques, tristes, fermées, rigides, à des histoires plus ouvertes, plus lumineuses, etc., ou que ce soit les histoires collectives qu'on nous rabâche dans les médias pour passer de nouveau à des histoires différentes, eh bien, il va falloir enlever ce nuage-là, il va falloir laisser la lumière descendre, et ce travail sur le pardon me semble, d'une façon ou d'une autre, incontournable. Alors, il y a plein de façons d'y arriver au pardon, il y a plein de méthodes, il y a plein d'approches, mais quand je vois que dans ce webinaire, il y a un mois, il y a 10 experts qui parlent de pardon, des universitaires, des neurologues, je me dis, waouh, ça bouge. Quand je vois que le numéro de 3e millénaire est intégralement consacré à ça, je me dis, ça bouge. Quand je reçois une pub de Jack Kornfield en personne qui lance un webinaire en ligne sur le pardon, ça bouge. Voilà. plein. Eric Emmanuel Schmitt a écrit un roman qui s'appelle La vengeance du pardon. Bon. Voilà. Donc ça veut dire que ce qu'on fait là est essentiel. Et en plus, je pense qu'on le fait d'une façon intéressante puisqu'elle est non religieuse. On le fait d'une façon qui redéfinit le pardon. Parler du pardon comme la guérison des blessures du cœur, c'est hyper important. Parce que c'est très facile de faire comprendre à n'importe quelle personne en face de vous qu'on a tous le cœur blessé. Voilà. Et que ce cœur blessé, que ces émotions qui sont là, eh bien, elles nous impactent sur notre façon de penser, elles nous impactent sur notre santé, elles impactent sur tout ce qu'on va faire dans la vie. Et que si on arrive à guérir ça, ben c'est tout le reste qui bouge, c'est tout le reste qui change. Dans la devise Genesis, ça commence par guérir le cœur. Number one, guérir le cœur. Et libérer le mental. Parce que si j'ai guéri le cœur, mais que je laisse encore des vieilles interprétations revenir, le travail n'est pas tout à fait fait. Les histoires seront moins puissantes qu'avant, puisqu'elles ont perdu ce ciment dur, mais elles reviennent. Libérer le mental, c'est aller chercher une multitude d'histoires différentes. C'est aller s'enrichir d'autres regards, lire, écouter, voir des vidéos. Écoutez celle de Chimamanda, hein, vous verrez, c'est magique ce qu'elle raconte. Et là, tout d'un coup, hein, cet étage intermédiaire commence à retrouver sa transparence. Et là, vous avez, si vous pratiquez une spiritualité, quelle qu'elle soit,
vous sentez que tout d'un coup, ça devient plus puissant. Tout d'un coup, c'est plus lumineux, tout d'un coup, c'est plus clair. Vous sentez que la vie vous traverse physiquement mieux, vous êtes en meilleure santé. Vous sentez que l'amour vous traverse mieux, vous avez une plus grande capacité à aimer les uns les autres, à laisser rayonner ce qu'il y a en vous sans ressentir le besoin de vous blinder, de vous enfermer. Vous avez fait, certains d'entre vous, la méditation de l'ange de la mort hier. L'armure, c'est encore une autre façon de parler de ce cocon. C'est toujours la même image. C'est quelque chose qu'on a cristallisé pour se protéger. Ça a eu une utilité, un rôle, un temps. Il y a un moment pour lui faire retrouver sa transparence et pour pouvoir pleinement rayonner. Donc voilà, j'espère que je ne vous en ai pas trop mis dans la tête d'un coup. J'espère que le fait que ça soit un petit peu imagé comme ça, que ça aide à intégrer ça. Mais plus j'avance dans mon propre parcours de vie, plus j'ai la conviction que comprendre que nous sommes des créateurs d'histoire, comprendre que ce qui maintient nos histoires ensemble et nous empêche de les transformer, c'est ces émotions qui se sont durcies, rigidifiées, et comprendre que la clé de ça, c'est le pardon. Je pense que c'est un message hyper important aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Oui, Joël. Alors, tout à l'heure, tu me demandais, donc on était il y a quelques jours ensemble à Bruxelles pour le week-end don du pardon, et tu es venu avec une inquiétude en me disant « Oh là là, j'espère que ça ne va pas être redondant avec ce que j'ai dit. » et que... Alors, je te rassure, pas du tout. Voilà, déjà, j'ai besoin d'entendre plusieurs fois les choses pour pouvoir les intégrer. Donc parfois on dit l'éducation c'est répéter, ben voilà. Donc je le vis. En plus tu ne te doutes pas que l'exemple que tu as donné de la petite jeunette qui vient conquérir le cœur du mari et l'homme qui s'en va avec la petite jeunette, ben, c'est l'histoire de ma famille, ça tu le savais pas mais voilà. Et donc, il y a une question en moi. Donc, on est 3 enfants dans cette famille-là. Donc, évidemment, la maman qui se fait son raisonnement en disant ben voilà, les hommes sont des salauds, etc. Moi, je l'ai vécu. Donc, j'ai dû faire un travail pour prendre le contre-pied de ça. Donc, merci au pardon d'être arrivé dans ma vie. La question qui me reste, c'est mais comment ça se fait que sur ces 3 enfants qui ont vécu quelque part la même histoire familiale, il y en a un qui est passé dans l'autodestruction et qui en est mort, il y en a un deuxième qui est carapacé dans son mental rigidifié, cimenté, dont tu parlais tout à l'heure, et puis il y a moi qui ai choisi un autre chemin, quoi. Mais voilà, je te demande pas de répondre à cette question, mais ça me questionne de voir, voilà, qu'est-ce qui fait que voilà, le même terreau donne des chemins différents. C'est pas le même terreau, justement. C'est pas le même terreau. C'est la même graine qui est tombée dans 3 terrains différents. C'est-à-dire que votre construction interne est différente à chacun d'entre vous. Ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que je suis assez fan d'astro. Quand on regarde le thème natal de quelqu'un, il y a un terreau bien particulier. Il y a des choses qui vont entrer en résonance avec telle personne, tel autre, ça passera à travers, il ne se passera rien du tout. Donc il y a vraiment, et ça je pense que tous ceux et celles d'entre vous qui ont des frères et sœurs, vous voyez bien, on dit on a vécu la même chose, on a eu les mêmes parents, mais pas du tout. Déjà la relation avec chaque parent est unique, et puis ce qui s'est passé est venu entrer en résonance à tel moment dans notre vie. Mettons qu'on vit le même événement, mais si tu le vis à 12, à 14 ou à 16 ans, tu ne le vis pas de la même façon. Donc déjà, c'est différent. Donc en réalité, c'est le contraire qui serait étonnant, c'est-à-dire que face à un même stimulus, à une même situation, qu'on réagisse tous exactement pareil. Et alors, ce que je voulais encore dire pour conclure, c'est j'ai pris conscience qu'aujourd'hui, c'était l'armistice, et tu as beaucoup parlé de guerre. Moi, un jour, mon rêve, c'est qu'on ne parle plus de l'armistice, mais de l'amourstice. Voilà. Et voilà.
Si je peux rebondir sur ce que tu dis là, j'étais à Vézelay il y a un mois. On a pris 2-3 jours avec Annabelle et il y a une petite librairie incroyable lors du temps. Et je tombe sur un inédit de Stefan Zweig. Et je suis un amoureux de tous les bouquins de Zweig. Et dans cet inédit qui regroupe des articles, des petits essais qu'il a fait, il y en a 2 sur l'histoire. Et j'ai trouvé tellement joli, surtout qu'il a écrit ça dans les années 40, en disant « Mais je rêve d'un jour, l'histoire de demain arrêtera de nous faire mémoriser des batailles, des guerres, des généraux, etc. Et on nous parlera de tout ce qui se fait, et de tout ce qui se fait de beau, de grand, de merveilleux, et de voir comment, malgré tout ça, l'humanité grandit, avance. » Mais si vous regardez les dates, 1515 Marignan, 1789 Révolution, on ne connaît que des dates de drame, pratiquement. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement, dans les nouvelles histoires, il y aura aussi une nouvelle façon d'enseigner l'histoire qui ne zappera pas le fait qu'il y a eu des guerres et des conflits, etc., mais qui fera la part belle aussi à tout le reste, les inventions, les découvertes, la mode, les mouvements d'art, la culture, la musique, les mouvements sociaux, etc., d'une manière qui laissera juste la part qui leur revient au conflit. Voilà. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, en venant ici, là, en voiture, je me disais, tiens, il existe des noms de rues à toutes sortes de présidents de la République, de généraux de l'armée, etc. Est-ce qu'il y a une rue Marshall Rosenberg quelque part dans le monde? Est-ce qu'il y a un boulevard Marshall Rosenberg, hein? Je prends cet exemple parce que je pense qu'avec la CNV, il a impacté des millions, peut-être des dizaines de millions de personnes dans le monde, en leur donnant la possibilité de développer une qualité de relation différente, peut-être moins guerrière, justement. Ben non, à ma connaissance. Enfin, je serais étonné, en tout cas, de découvrir ça. Il me semblait qu'il y avait une autre question, je ne sais où. Non, je voulais simplement rajouter à ce que tu disais par rapport au témoignage de Joël. Attends, il y a le micro-question. Oui, je disais simplement que, en fait, tu parlais des frères et sœurs, des fratries qui ne vivent pas la même histoire alors qu'ils ont vécu les mêmes faits, mais qu'effectivement l'interprétation est différente, mais ne serait-ce que dans la relation parent-enfant. Je veux dire, c'est pareil, un enfant, on va avoir le fait est le même, imaginons, hein, il y a eu un anniversaire, il s'est passé un événement pendant cet anniversaire, il va être interprété différemment du parent et de l'enfant. Et pour le parent, ça va être un fait banal. Et puis pour l'enfant, il y a eu un petit copain, par exemple, qui a fait quelque chose qui ne convenait pas à son enfant. Ça va être un truc dramatique. Ouais. Et en fait, on ne va pas avoir du tout la même restitution de ce fait, quoi. Ouais. Donc, je crois que c'est vraiment une question d'interprétation et de vécu différent. Je vais même juste vous je vais vous titiller juste 3 secondes. Je vous laisserai méditer ça à votre tour. Mais Eisenstein faisait remarquer, parce qu'en anglais, le mot est le même, fact. Un fait, c'est quelque chose qu'on a fait. Un fait, c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Nous, on parle d'un fait comme si c'est quelque chose qui a une réalité absolue, indépendante de tout observateur. Bon, d'abord, on sait que depuis la physique quantique que ça n'existe pas, ça. Donc, déjà, même si on remonte à ce niveau-là, un fait, c'est quelque chose que l'on a fait. Bon, je ne vais pas en dire plus que ça, mais je pense que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus parce qu'on sort de quelques siècles, hein, depuis les Lumières, avec cette notion d'objectivité. Il y a une réalité objective, absolue. Il y a un fait qui est là et qui existe. Et puis, en fait, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Voilà. Donc j'avais juste envie de vous rajouter ce petit stimulus intellectuel. Attends, un peu plus fort, sinon je ne t'entends pas. Une toute petite dernière. Oui, c'est une question très brève. Et comment peut-on initier ou inculquer ou semer la graine de cela à des enfants? En leur développant le sens de l'humour. D'accord. Non, mais vous savez, un jour, je tombe sur un philosophe que j'aime beaucoup, Bernard Ginisti, dans le train, dans le TGV, et il m'a sorti quelque chose de très surprenant.
Il me dit, tu t'es jamais demandé pourquoi chaque année il y a autant de prix Nobel qui vont à des juifs alors que statistiquement sur la population mondiale c'est une toute petite minorité. Et je lui dis non, effectivement je me suis jamais demandé ça. Et il me dit mais c'est très simple. Nous à l'école on a une formation binaire, la bonne réponse, la mauvaise, noir, blanc, juste, faux. Et il dit mais dans les écoles talmudiques c'est pas comme ça. On dit sur ce sujet-là le rabbin untel il pense ça. Par contre le rabbin untel il a un avis différent, puis le troisième il en a encore un autre. Il y a un proverbe juif que je cite tout le temps à mes garçons d'ailleurs, c'est entre deux solutions, il faut choisir la troisième. Et ça peut, alors à défaut de l'apprendre à l'école, parce qu'on ne va pas changer l'éducation nationale demain, ni peut-être après-demain non plus d'ailleurs, mais par contre ça, en tant que parent, en tant que grand-parent, on peut jouer avec ça. Moi je joue beaucoup avec ça. J'ai beaucoup titillé mes garçons sur des trucs qu'on leur avait racontés à l'école, et de faire ce pas de côté, fût-ce d'ailleurs par l'humour et l'absurde, ou simplement en leur apportant des éléments différents. Et ça construit quelque chose de différent. Regardez, il y a 3 cultures qui ont à la fois une grande spiritualité et un grand sens de l'humour. Ce sont les soufis, les juifs et les tibétains. C'est intéressant qu'il y ait les deux. Hein ? Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je vous cite les 3 qu'on connaît bien. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je suis tellement fan de l'humour, je pense que c'est une façon de libérer le mental. C'est une façon de ne pas rester figé dans un seul regard. Puis en plus, c'est quand même assez sympa de passer par quelque chose de drôle pour faire œuvre pédagogique et éducative. Mais justement, tu vas peut-être dire, mais c'est quoi le petit Belle réponse. Comment le pardon nous libère de nos histoires toxiques. Hassan ? Je reprendrai peut-être, si tu le permets, une anecdote de la même manière. En fait, j'ai un ami donc de confession hébraïque et je lui demande comment vous pouvez imaginer. Vous avez la date de 5700, qui est la Genèse pour vous. Et je dis comment on peut croire, alors qu'on a trouvé qu'on a trouvé toute la préhistoire, et quand vous pensez qu'en 7500 ans, Dieu a créé l'univers. Et bien il m'a dit c'est pour ça qu'on est philosophe. Qu'on est philosophe. On est philosophe. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore d'autres choses dans la journée, donc je ne vais pas monopoliser plus de temps que ça. Merci. Merci beaucoup.